On est en ligne, hein, les gars. Le direct est parti. Ok. Oui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. Nous sommes sur la deuxième partie de l'émission. Vous excuserez un peu le petit retard parce qu'on n'arrivait pas à entrer en connexion avec N'Djamena. Là, nous avons les mêmes invités. Thomas Dietrich, rebonsoir. Bonsoir. Professeur Alabo, rebonsoir. Professeur Alabo, vous nous recevez? Professeur Alabo, vous nous recevez? Professeur Alabo? Toujours le problème technique avec N'Djamena. Professeur Alabo, vous nous recevez? Ah là, il se reconnecte. Hop, il s'est déconnecté. En attendant que le professeur Alabo se reconnecte, là, il est arrivé. Professeur Alabo, vous nous recevez? Professeur Alabo? Il y a un problème de liaison avec N'Djamena. Professeur Alabo, est-ce que vous nous recevez? Professeur Alabo, vous nous recevez? Je vais éteindre ma caméra, peut-être qu'on m'entendra mieux sans caméra. Bon, on saura toujours à travers votre voix que c'est vous, peut-être. Ça, c'est le problème de connexion. Voilà, le Tchad qui est un pays pétrolier depuis 2003 n'a pas une couverture Internet normale et viable qui puisse permettre à sa population de pouvoir se connecter avec l'extérieur ou de pouvoir travailler quand on sait très bien qu'Internet de nos jours est un outil indispensable pour le développement d'un pays. Et là, pour le direct qu'on fait avec le professeur Alabo, je pense que vous voyez en direct l'aléa qu'on a à faire l'entretien avec lui. Professeur Alabo. Très bien, Thomas Dietrich, le temps qu'on puisse récupérer le professeur Alabo, j'avais dit tantôt, dans cette affaire-là, il y avait les mathématiciens qui avaient poussé vraiment, quand Sarkozy était au pouvoir, et même Hollande, je pense, pour pouvoir faire la lumière dans cette affaire. Est-ce qu'il y a d'autres courants qui travaillent aussi dans ce sens-là pour que la lumière puisse être faite en France, je veux dire? Bon, c'est quand même une affaire qui date malheureusement d'il y a 12 ans. On sait que, je veux dire, en général, les affaires qui sortent en France-Afrique sont instrumentalisées par un camp contre l'autre. Sauf que là, on va dire tout le monde est ami avec Idriss Déby. Sarkozy a été allié avec Déby, même si au départ, ils ne sont pas très bien entendus sur l'histoire de l'Arche de Zoé, mais ils se sont réconciliés par la suite. Les socialistes, voilà, se sont un féo des pieds et poings liés à Idriss Déby. Emmanuel Macron, de par notamment Jean-Yves Le Drian, est très proche de Déby. Marc Andevelt, qui est un très bon journaliste, qui a écrit Macron, le grand manipulateur, que je vous conseille tous, a démontré que Alexandre Benalla est parti 2 fois au Tchad pendant la campagne présidentielle de 2017. Donc, à mon avis, il n'était pas parti faire du tourisme et voir les girafes du parc de Zakouma. Il est clair que derrière ces alliances pour la lutte contre le terrorisme, d'ailleurs, qui n'ont pas beaucoup de sens, on a quand même la question du financement de la vie politique française par les dictateurs africains, et notamment Déby, qui revient tout le temps. Il y a quand même des... Marine Le Pen est allée aussi pendant la campagne en 2017. Ensuite, il y a eu un prêt assez étrange qui est parti de Centrafrique de 8 millions d'euros qui a transité par Dubaï. Donc, le Tchad étant très influent en Centrafrique, est-ce que ça a un lien? Donc, il y a un peu toutes ces questions-là quand même qui se posent. On a été quand même jusqu'à bombarder, l'armée française a été bombardée une colonne de rebelles qui est absolument pas djihadiste en 2019. La France Insoumise avait d'ailleurs demandé une commission parlementaire pour enquêter sur ce dévoiement de la mission de la lutte contre le terrorisme de la France au Sahel. Donc, c'est très compliqué. Mais le but, c'est que ces affaires-là ne tombent pas dans l'oubli parce qu'elles ont une actualité majeure.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au Tchad, finalement, pas grand-chose n'a changé. Il y a toujours des militaires français qui sont pas les présidentiels, qui sont conseillers. Il y a toujours des opposants qui sont embêtés. Le professeur Alabo a connu des déboires ces dernières semaines avec une plainte complètement ubuesque d'un agent de la NS qui le suivait, de la police politique. Donc finalement, demain, il pourrait se passer la même chose. C'est-à-dire un opposant tout à fait pacifique pourrait disparaître dans les geôles d'Idriss Déby. Et d'ailleurs, il n'y a pas eu que Ibn Omar Mohamed Saleh. Je pense que les Tchadiens le savent beaucoup mieux que moi, que de Joseph Beidi jusqu'aux militaires qui avaient disparu lors de l'élection présidentielle de 2016 parce qu'ils n'avaient pas voté pour Idriss Déby. Voilà, il y a eu l'histoire du Tchad récente et jonchée de cadavres, et avec la responsabilité et l'appui de notre pays qui se tait devant toutes ces violations des droits de l'homme et qui continue à avoir un appui militaire, à donner de l'argent qui est systématiquement presque détourné. Il y a un rapport qui disait que 40% de l'aide au développement française qui est donnée au Tchad n'apparaît pas dans dans le budget tchadien. Donc, où va ces 40% restants? Donc, c'est vraiment, il y a beaucoup de questions qui se posent et ça ne fait pas honneur à notre pays. C'est-à-dire que on peut avoir une réelle politique, on n'est pas obligé de partir la fleur au fusil, mais quand même, on voit bien que le soutien aveugle qu'on a à Idriss Déby n'est ni en faveur de la France, parce que la France finit par se faire détester par des Tchadiens et par des Africains. Voilà, il y a un reproche de la politique. Alors, les gens savent. Moi, j'étais au Mali en août pendant le coup d'État. Les gens savent encore faire la différence et savent très bien faire la différence entre les Français, le français lambda, et la politique française. Mais ils ont raison de trouver la politique française en Afrique absolument détestable. Et moi, je comprends le désir de souveraineté et d'indépendance des Tchadiens, de ne plus avoir des mirages français qui décollent tous les matins de la base militaire de N'Djamena. Moi, je veux dire, c'est quelque chose de tout à fait légitime pour un pays, 60 ans après son indépendance, d'avoir sa propre souveraineté. Et je pense que c'est tout ça qu'il faut refonder. Et ça permettra, cette refondation-là permettra de faire toute la lumière sur le sort d'Ibn Omar Mohamed Saleh, qui est vraiment là. C'est finalement toute la France-Afrique qui est résumée dans son enlèvement, les compromissions de diplomates, les militaires français qui ont du sang sur les mains, le soutien aveugle aux dictateurs, les mensonges, tout est là finalement, c'est un résumé. Et pour que ça n'arrive plus jamais, il faut qu'on fasse cette lumière-là. Quand même, je suis quand même étonné de voir, Thomas, que depuis cette histoire-là, il y a au moins 3 présidents français qui sont passés. Et à chaque fois, de Sarkozy à Hollande, de Hollande à Macron, on a voulu taire l'affaire. Oui, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Et c'est une indécence rare. C'est-à-dire que Sarkozy est quand même allé au Tchad moins d'1 mois après l'enlèvement d'Ibni et l'attaque rebelle. Pardon, Thomas, de Sarkozy de droite, et que l'affaire s'est passée pendant son mandat, on peut le comprendre qu'il puisse être dérangé. Mais Hollande, qui est aussi socialiste comme le professeur Ibni, comment de tous ces 3 présidents, la chose a été absoute comme ça? De toute façon, Hollande a déçu beaucoup de monde, et pas seulement sur la question de la France-Afrique. Moi, je me souvenais des premières manifestations, j'étais tout jeune, mais il y avait Thomas Melonio qui venait à toutes ces manifestations, qui était le monsieur Afrique du PS, qui a pris la succession de Guy Laberty, Trocadéro. Oui, Trocadéro, et qui disait qu'on allait faire toute la lumière sur le sort. Le jour où il est arrivé au pouvoir, il est devenu conseiller Afrique de François Hollande, ou conseiller adjoint, et ils ont complètement oublié cette histoire. C'est-à-dire qu'on a sacrifié Ibni sur l'autel de la réelle politique, de l'engagement de soldats tchadiens, d'ailleurs très courageux au Mali, de toutes ces choses-là. Mais je veux dire, l'armée tchadienne, de toute façon, restera après Déby, c'est-à-dire que on n'enlèvera pas le courage aux Tchadiens et cette aptitude remarquable à aller lutter sur des terrains d'opération difficiles. Donc, je veux dire, la France qui s'enorgueillit, qui a fait tout un pataquès des droits de l'homme, et alors Hollande en a fait des tonnes, de la France, figure secourable pour tous les hommes, etc., etc. En fait, on a sacrifié un innocent, parce que c'est un innocent. Et on n'a jamais été capable de faire la lumière sur les responsabilités françaises. Il n'y a pas que moi qui le dis, c'est-à-dire qu'il y a eu très tôt il y a un article du Canard enchaîné qui a dit qu'il y avait 2 officiers français auprès de Déby. D'ailleurs, Déby l'a dit lui-même. Il a fait une interview au Nouvel Observateur en 2009 et il a dit que quand j'ai donné l'ordre d'arrêter Lol Mamadchoua, il y avait 2 officiers français autour de moi.
Donc, ces gens-là savaient, puisque c'était le même commando, c'est établi, qui allait arrêter LOL, puis Ngarlé Girongar, puis Ibn Omar Mamad Saleh. Donc, les officiers français ne pouvaient pas ignorer. Bien sûr, après, Jean-Marc Gadoula a dit qu'il n'était au courant de rien, qu'à ce moment-là, il n'était même pas à la présidence. Mais en tout cas, il y a un certain nombre de faisceaux de présomptions et de preuves qui laissent penser que les Français ne pouvaient pas ne pas être au courant de cette histoire. Même Sarkozy, à un moment, a dit devant la presse que la France menait une lutte sur le territoire. Donc, comment elle pourrait ignorer ce qui était arrivé à Ibn Omar Mamad Saleh? Je suppose qu'il y avait un certain nombre de témoins qui ont assisté à la fois à ces mauvais traitements, qui l'ont vu au palais présidentiel. Ces gens-là ont parlé au téléphone. Et il y a quand même eu un fait quand même une dernière chose, un fait très très important. C'est-à-dire quand la plainte a été posée ici en France par la famille d'Ibni, le parquet de Paris a fait appel de la décision de nommer un juge d'instruction. C'est-à-dire qu'on ouvre une enquête pour une disparition qui est un assassinat, et le parquet de Paris fait appel, ce qui est quand même assez scandaleux et qui allait à l'encontre de tous les principes du droit, ce qui fait que la Cour d'appel finalement a statué en disant qu'effectivement on doit bien nommer un juge d'instruction et enquêter sur cette affaire parce que c'est la moindre des choses, au nom de la compétence universelle, mais quand même, il y avait déjà une volonté même des pouvoirs judiciaires de bloquer cette affaire-là. Donc quand Sarkozy dit « oui, la France veut la vérité, je ne céderai pas sur ce point », pour moi c'est du flanc, et c'est du flanc depuis le départ. Il y a un côté quand même de pouvoir exécutif qui est en train de mener les gens en bateau, et il y a quand même un pouvoir judiciaire qui est bloqué pour que cette affaire-là ne puisse jamais éclore. C'est assez étrange, c'est-à-dire que c'est l'impression, on prend que le cas du Tchad, que quand même il y a deux poids deux mesures, c'est-à-dire que d'un côté on mène une instruction tambour battant pour dire que certains chefs rebelles ont ont formé des enfants soldats, recruté des enfants soldats, alors que dans les télégrammes diplomatiques d'ailleurs par ailleurs, l'ambassadeur de France dit qu'il n'y a que très peu d'enfants soldats dans les rangs de la rébellion et qu'il y en a beaucoup plus dans les rangs du pouvoir. La justice française n'enquête pas justement sur ce côté-là, sur ce côté d'Idriss Déby. Et à côté, on laisse une instruction qui méritait d'être creusée, qui au vu des différentes contradictions, des témoignages, tout ça, etc., devrait aboutir à quelque chose en jachère, parce que c'est ça, pendant 5 ans, il n'y a plus aucun acte qui a été posé, que ce soit une audition, que ce soit une nouvelle actualité, c'est-à-dire que à un moment certains officiers donnent d'autres noms d'officiers et on ne les convoque pas pour les interroger. C'est quand même assez incroyable que la presse soit obligée de faire ce travail-là en allant chercher des gens qui auraient dû être interrogés depuis longtemps par la justice. Je veux dire, ils sont là, ils sont en France, ils sont plus ou moins en activité. Je pense qu'il n'y a pas que des mauvais bougres parmi eux et que beaucoup diront la vérité s'ils sont convoqués devant un juge d'instruction. Mais c'est absolument hallucinant et ça n'honore pas la France. C'est-à-dire que pour moi, la justice française, là, sur ce coup-là, n'est absolument pas indépendante. Je vais aller dans le même ordre d'idée, puisqu'on parle du soutien de la France à Idriss Déby. Nous avons un compatriote, Pape Ndiaye, qui pose la question à Thomas Dietrich. Qu'est-ce qu'il pense du bombardement des rebelles tchadiens en février 2019? C'est-à-dire que c'est un dévoiement complet. La France dit qu'elle est présente au Sahel pour lutter contre le terrorisme islamiste. Bon, très bien. Sauf qu'elle envoie ses avions bombarder des rebelles qui sont absolument pas djihadistes. À un moment, il faut être clair. Est-ce qu'on est là au Tchad pour lutter contre les djihadistes ou est-ce qu'on est là pour soutenir le potentat en place? C'est-à-dire que c'est toutes ces contradictions-là qui font qu'aujourd'hui, au Sahel, je ne parle pas seulement qu'au Tchad, on se demande si la France a vraiment la volonté de lutter contre le terrorisme ou est là pour maintenir le vieux précaré, la vieille France-Afrique qui est là depuis 1960, avec éventuellement d'autres intérêts, c'est-à-dire les militaires. On voit que sous Hollande, vraiment, le centre de gravité de la politique africaine de la France est passé du Quai d'Orsay jusqu'au ministère de la Défense. Et aujourd'hui, au Sahel, ce sont les militaires avec une approche ultra sécuritaire. C'est-à-dire, on réfléchit même pas de se dire que est-ce que le terrorisme est provoqué par la pauvreté, par la misère, par le manque d'espoir. On se dit non, on a une approche, on soutient ces dictateurs et tant pis si ces dictateurs-là créent la misère qui pousse certains à se précipiter dans les bras des djihadistes. Donc, ce qui fait qu'il y a un sentiment anti-français qui se développe et c'est dommage.
Je veux dire, demain, si les Russes ou les Turcs arrivent, ils feront pas mieux. Ce qu'il faudrait, c'est que la France soutienne le droit des peuples, et notamment le peuple tchadien, à disposer d'eux-mêmes. Au Tchad, il y a beaucoup de gens qui sont capables de gérer eux-mêmes le pays. Ils n'ont pas besoin d'avoir cette tutelle-là française, qu'elle soit militaire, qu'elle soit économique avec le franc CFA. Et c'est ça qui est scandaleux. Moi, j'entends bien que Déby aujourd'hui fête ses 30 ans de règne et un héros pour la nation tchadienne, mais il faut savoir quand même qu'il est soutenu à bout de bras par la France. Il a été sauvé en 2006, en 2008, là encore en 2019. Moi, je pense qu'il faudrait que ça cesse, que la France sorte tout simplement des affaires tchadiennes. Quand Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères françaises, dit à l'Assemblée que c'est sous la demande du président Idriss Déby qu'ils ont intervenu. Peut-être que vous en savez plus. Est-ce que dans le cadre des accords de coopération, il y a quand même un passage qui explique cela? Oui, il y a des accords de coopération militaire, mais ils sont secrets. Donc, et même la représentation nationale n'y a pas accès. Donc, on met tout ce qu'on veut et on met tout et n'importe quoi. Bon, souvent, ce sont des vieux accords. On parle de 1974. Ça aurait été réactualisé un moment, mais on sait vraiment pas le contenu. Et je veux dire, pour qu'il y ait une relation saine entre les peuples, il s'agit de clarifier ces choses-là et de rendre public un accord de coopération entre deux pays. C'est-à-dire que, et ça c'est pour plein de pays, c'est-à-dire on continue à apporter un soutien militaire. La France a récemment vendu des hélicoptères d'attaque à la garde présidentielle togolaise. Ça continue comme en 40. Emmanuel Macron n'est absolument pas le fossoyeur de la France-Afrique, il en est le continuateur. C'est-à-dire, il a salué la réélection de Ouattara à 94% en Côte d'Ivoire, comme il saluera demain la réélection de Déby en 2021, fut-elle truquée, comme il saluera celle de Bazoum au Niger. Enfin, voilà, on est dans la vieille France-Afrique. Mais ce que ici l'Élysée n'arrive pas à comprendre, c'est qu'il y a une aspiration profonde des peuples africains pour la liberté et la souveraineté. On l'a vu au Mali. Est-ce que, du point de vue de la France, ils ne se disent pas que, en se mettant à dos ces peuples-là, cela ne lui reviendra comme un effet de boomerang plus tard? Moi, je pense, en fait, c'est une question très juste que tu poses. C'est-à-dire, à l'époque de Jacques Foccart, qui était le conseiller Afrique de Gaulle, il y avait une stratégie. C'est-à-dire, elle était très, très machiavélique et Foccart n'était pas un tendre. Mais il y avait une stratégie de maintenir la domination française après l'indépendance. C'est-à-dire, une indépendance, en fait, on avait donné les indépendances de façade et on continue à avoir la main sur les anciennes colonies africaines. Avec des gens, Foccart avait des gens qui connaissaient particulièrement bien le terrain, qui sentaient le terrain. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est une sorte de poulet sans tête, c'est-à-dire que la diplomatie française en Afrique, c'est comme la France-Afrique, entre guillemets, traditionnelle s'est effondrée, que ça a laissé la place à de multiples réseaux, des réseaux militaires, mais aussi des réseaux affairistes qui, des fois, sont en concurrence, c'est-à-dire qu'ils ne s'entendent pas entre eux. En 2016, par exemple, au Gabon, les réseaux socialistes soutenaient plutôt Jean Ping, les réseaux sarkozystes soutenaient plutôt Ali Bongo, et on avait des réseaux qui s'affrontaient avec aucune volonté d'aider les peuples africains, mais bien de pousser son poulain pour que demain, quand il arrivera au pouvoir, on bénéficiera de justes contrats et de financement. Voilà, il y a plus de logique, il y a plus de stratégie. C'est-à-dire que, et par exemple, il y avait l'ambassadrice de France au Tchad qui s'appelait Evelyne Decor, qui est devenue ensuite ambassadrice de France au Mali, et Evelyne Decor a critiqué l'aberration de la stratégie militaire de la France au Sahel. Et ben, au lieu de l'écouter, au lieu de se dire que peut-être qu'elle a raison, on l'a virée et on l'a envoyée s'occuper des pingouins aux îles Kerguelen. Elle est gouverneure des terres australes. Donc, elle a été mise dans un placard. C'est-à-dire qu'on n'écoute plus les gens. Laurent Bigot, qui était sous-directeur Afrique de l'Ouest au Quai d'Orsay, a été viré parce qu'à un moment, il a dit qu'il fallait qu'on arrête de soutenir Blaise Compaoré. Et il avait tellement raison qu'en 2014, il y a eu la révolution au Burkina et qu'on a chassé ce dictateur qui était soutenu par la France. Donc, il n'y a plus de logique. C'est-à-dire, on a des gens qui ne connaissent plus la réalité du terrain. C'est-à-dire, au Tchad, il y a une vraie, mais je pense que dans la diplomatie française, on n'a plus personne qui connaît le Tchad. Et donc, ce qui fait que on fait n'importe quoi. Et c'est la phrase de Gramsci qui dit que l'ancien monde se meurt, le nouveau tarde à apparaître. Et c'est dans cet entre-deux-mondes que surgissent les monstres. C'est là que vont se faire les pires choses, que vont se faire les pires compromissions. Et moi, j'ai très peur parce que c'est mon pays. Et je suis fier d'être français. J'ai honte de ce qu'il fait en Afrique. Oui, il y a une jeunesse aujourd'hui, comme je vous le dis, une jeunesse qui est assez vociférante, qui revendique, parce que vous avez un nombre incroyable de jeunes qui sont sans travail et qui
n'ont accès à rien du tout. Et quand ils veulent revendiquer les choses, quand ils aspirent au changement, on voit quand même l'ombre de la France derrière Idriss Déby. Ça, c'est quelque chose où ils sont appelés à vite remédier parce que c'est pas les valises d'argent, c'est pas les intérêts qui vont un jour sauver ce qu'on appelle, je ne sais pas, intérêt à l'échelle des intérêts, ce rapport-là avec les populations africaines. Une dernière question peut-être, puisque ça fait dommage puisqu'on a perdu le professeur autant pour moi c'est un lapsus, on a perdu le professeur Alabo à cause des problèmes de connexion avec le Tchad. Peut-être, on va savoir, hein, comme maintenant les services de sécurité ont des moyens de brouillage assez poussés, ont tout fait pour que M. Alabo ne puisse pas tonner de sa voix ici. La dernière question est pour vous encore, M. Thomas, avant qu'on ne puisse clore l'émission. Qu'est-ce que vous avez à dire sur l'avenir? On voit bien que vous aimez le Tchad. Aujourd'hui, beaucoup de vos amis sont tchadiens. Vous connaissez le Tchad puisque vous y êtes allé. Quel avenir pourriez-vous nous dire de positif dans les avenirs futurs entre le Tchad et la France? Bon, c'est-à-dire que déjà, c'est aux Tchadiens de décider de leur avenir. C'est-à-dire que c'est à eux de prendre leur destin en main. Moi, je souhaite que le meilleur à ce beau pays, ce grand pays qui, à mon avis, mérite mieux que ce qu'il a aujourd'hui, que d'être un des 3 pays les plus pauvres du monde. Ce à quoi on peut œuvrer, c'est vraiment à la refondation ici, au changement en France. Déjà qu'en France, on a beaucoup de problèmes. Hein. On peut difficilement donner des leçons au monde quand on est en train de basculer dans l'autoritarisme et de vouloir empêcher de filmer les violences policières. Mais ce qu'on peut œuvrer, c'est le changement. Et si ça change ici, peut-être ça permettra aussi demain un changement au Tchad. C'est-à-dire que si demain, on rapatrie nos soldats qui ne savent pas pourquoi ils meurent en Afrique et que voilà, on arrête de soutenir les dictateurs africains, peut-être que la jeunesse africaine pourra prendre son destin en main et braver les balles, parce qu'aujourd'hui, avec le soutien là de la France et tout ça, c'est quelque chose de très difficile. Je lis un commentaire, je dis que la France n'a pas d'amis mais des intérêts, et c'est vrai pour le moment. La France devrait justement avoir des amis, devrait avoir une éthique. C'est ça qui peut nous différencier des Russes, des Turcs, des Chinois qui, eux, ne viennent que pour leurs intérêts, avec une conception très limitée de la démocratie. On verra quelle sera la position française pendant les élections de 2021 au Tchad. Et moi, à mon avis, rien ne changera, surtout tant que Le Drian sera ministre des Affaires étrangères. On donnera quitus à Idriss Déby. Mais vraiment, j'espère que ça va changer pour le bien parce qu'il y a quelque chose en commun entre la France et le Tchad. Une histoire, une langue, une culture, une histoire aussi douloureuse soit-elle. Il y a quelqu'un qui parlait des massacres au Wadaï en 1917 et tout ça. Bien sûr que la France a colonisé et que la colonisation fut un crime terrible. Mais il ne reste pas moins qu'il y a un lien. Il y a beaucoup de Tchadiens qui vivent en France. Il y a des gens qui ont la double nationalité. Donc, il faudrait que ce lien perdure et que ça ne soit pas terni par une politique complètement irresponsable. Je veux dire, ça peut être même à très petite échelle, c'est-à-dire que quand je vois qu'on a augmenté les frais de scolarité pour les étudiants hors Union européenne jusqu'à 3 000 €, je trouve que c'est scandaleux parce qu'on avait une politique d'accueil en France, une politique de formation. Ibni, par exemple, a été formé en France à l'université d'Orléans et peut-être que si on lui avait mis des frais de scolarité exorbitants, il serait pas venu, il serait allé en Chine ou je ne sais ailleurs. Donc ce lien-là est en train de se diluer et il faut le refonder d'urgence. Et en fait, dans mes derniers voyages, j'étais au Mali, j'étais en Guinée, c'est-à-dire que la cassure est beaucoup plus proche qu'on ne le croit. Et si ça ne change pas vite, voilà, et nos routes vont se séparer, et ça sera bien dommage. Thomas Dietrich, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Merci pour tout ce que vous faites pour le Tchad. Et espérons que cette affaire d'Ibn Oumar qui nous réunit aujourd'hui puisse éclore et que la vérité puisse être dite. Surtout permettre à sa famille de faire son deuil et de pouvoir passer à autre chose. Merci beaucoup Thomas, merci. Pour ta disponibilité et merci pour tous les internautes qui nous ont suivis. C'est dommage pour le cas du professeur Alabo puisqu'il a un problème de connexion avec le Tchad, donc on n'a pas pu
reprendre sur la deuxième partie de l'émission. Beaucoup de nos compatriotes ont posté des commentaires. On a essayé de prendre les commentaires les plus justes et les plus propres parce qu'il y en a quand même qui font tout pour cracher quand même sur la dépouille de quelqu'un avec des commentaires qui ne sont pas propres et qui ne sont pas dignes. Donc, je dis aussi merci à nos internautes, tous ceux qui nous ont suivis. À Thomas, merci et bonne soirée pour toi. Merci à vous et à très bientôt. Merci.